Regardez attentivement ce vieux manuscrit de l'année 1543, car il contient un secret qui a brisé l'ordre établi du monde entier. À cette époque précise, un astronome polonais nommé Nicolas Copernic publie sur son lit de mort un ouvrage qui va changer radicalement notre perception de l'immensité du cosmos. Durant des siècles, l'humanité entière croyait fermement que la Terre était le centre immuable de l'univers, immobile et sacré. Cet homme courageux remplace cette certitude par une idée absolument révolutionnaire en plaçant le Soleil au centre géométrique de notre système planétaire. Les conséquences directes de cette affirmation sont si vastes qu'elles ébranlent les fondations mêmes de la théologie chrétienne et de la philosophie ancienne d'Aristote. Ce bouleversement conceptuel majeur marque le véritable point de départ d'une ère nouvelle où la foi doit composer avec l'observation scientifique et la mesure mathématique directe. La publication du fameux traité sur les révolutions des orbes célestes propage immédiatement une onde de choc à travers l'Europe intellectuelle du XVIe siècle. C'est le début d'une transformation profonde où les dogmes anciens s'effondrent un à un face à la force irrésistible des calculs géométriques et des observations précises. L'acceptation de ce nouveau modèle héliocentrique ne se fait pas en un jour, car elle exige d'abandonner une vision théologique confortable. Imaginez la surprise des érudits contemporains lorsqu'ils découvrent que notre planète n'est qu'un simple astre errant parmi tant d'autres dans le vide. Cette redéfinition spatiale perturbe profondément les repères quotidiens des navigateurs, des mathématiciens et des philosophes de cette transition culturelle. La physique de l'époque est totalement incapable d'expliquer comment la Terre pourrait se déplacer à une vitesse folle sans que nous le ressentions. Pourtant, cette hypothèse audacieuse ouvre les vannes d'une curiosité insatiable qui pousse les esprits les plus brillants à chercher des preuves matérielles indiscutables. Le doute méthodique s'installe progressivement dans les esprits curieux, remplaçant la soumission aveugle aux écrits des autorités antiques comme Ptolémée. C'est une véritable démolition des barrières mentales médiévales qui commence à s'opérer dans les universités européennes les plus progressistes. Chaque page de calcul mathématique devient une arme de précision contre l'obscurantisme religieux ambiant. Parallèlement au mystère de la voûte céleste, un autre domaine fondamental subit une transformation radicale grâce à l'audace d'un jeune médecin. Andreas Vesal décide de rompre définitivement avec la tradition textuelle de Galien pour observer directement la réalité de l'anatomie humaine. En publiant son chef-d'œuvre intitulé De la structure du corps humain, il révolutionne la médecine par des illustrations d'une précision chirurgicale inouïe. Ces observations directes corrigent des centaines d'erreurs historiques colportées depuis plus de 1200 ans par les facultés occidentales. Il ne se contente pas de lire les manuels anciens, il prend lui-même le scalpel pour disséquer les cadavres et comprendre le fonctionnement des organes. Cette approche empirique place l'expérience vécue et vérifiable bien au-dessus de la simple répétition scolastique des dogmes académiques. Les planches anatomiques de son ouvrage, gravées avec un sens artistique exceptionnel, révèlent la complexité mécanique de notre propre physiologie. Le corps humain cesse d'être une boîte noire mystique pour devenir une structure d'une logique fascinante. Le théâtre anatomique de l'université de Padoue devient alors l'épicentre de cette quête de vérité biologique par l'observation directe. Sous la lueur vacillante des torches, des dizaines d'étudiants fascinés assistent à des démonstrations qui brisent les tabous religieux les plus stricts. Chaque incision pratiquée par le professeur révèle une vérité matérielle impossible à contester par la simple rhétorique philosophique de l'école. La découverte de structures internes jusque-là totalement inconnues provoque la stupéfaction générale des cercles médicaux conservateurs de la région. Cette méthode rigoureuse impose un nouveau standard de validation scientifique qui rejette les superstitions médiévales concernant la sacralité charnelle. On comprend enfin que pour soigner efficacement les maladies, il faut d'abord cartographier le fonctionnement exact de chaque tissu vivant. Cette transition vers une médecine factuelle jette les bases des découvertes futures sur la circulation et la neurologie moderne. L'obscurité des croyances anciennes recule face à la clarté froide et méthodique de l'examen clinique de ces pionniers. Quelques décennies plus tard, un mathématicien allemand va utiliser cette même rigueur pour résoudre les anomalies du modèle de Copernic. Johannes Kepler, en analysant les données accumulées sur la planète Mars, fait une découverte mathématique qui va balayer un dogme vieux de 2 millénaires. Les planètes ne décrivent pas des cercles parfaits, mais suivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Cette rupture avec la perfection circulaire aristotélicienne choque profondément les astronomes attachés à l'harmonie géométrique idéale du ciel. Kepler formule ainsi ses lois fondamentales du mouvement planétaire, unifiant la physique terrestre et la mécanique céleste sous une même règle. Ces équations novatrices permettent enfin de prédire la position des astres avec une exactitude jamais atteinte auparavant par l'humanité. Ce passage des formes idéales aux réalités mathématiques mesurables constitue une étape cruciale dans l'émancipation de la pensée rationnelle.
L'univers physique perd sa nature magique pour revêtir la forme d'une gigantesque horloge réglée par des lois immuables. Cette précision mathématique exceptionnelle n'aurait jamais pu voir le jour sans les observations phénoménales d'un noble astronome danois. Tycho Brahe consacre sa vie entière à mesurer la position des étoiles depuis son observatoire d'Uraniborg, situé sur une île isolée. Sans l'aide d'aucun télescope, il conçoit des instruments géants en cuivre pour obtenir une précision angulaire absolument inégalée à son époque. En constatant l'apparition d'une nouvelle étoile brillante en 1572, il prouve que les cieux ne sont pas immuables. Cette observation directe détruit définitivement le dogme d'un monde céleste éternel et inaltérable situé au-dessus de l'atmosphère terrestre. Brahe accumule pendant plus de 20 ans un trésor de données d'une régularité et d'une fidélité sans aucun équivalent historique. C'est précisément ce catalogue de mesures fiables qui servira de fondation indiscutable aux travaux révolutionnaires de ses successeurs directs. L'acquisition méticuleuse de données quantitatives devient le pilier central sur lequel repose désormais toute véritable démarche d'analyse cosmique. Geminisu nous dédie. Un tournant technique décisif se produit en Italie lorsqu'un savant pisan décide d'orienter une lunette d'approche vers les étoiles. Galilée perfectionne de manière artisanale un instrument d'optique inventé par des verriers hollandais pour observer les secrets du ciel. En automne de l'année 1609, ses premières observations télescopiques révèlent un spectacle qui dépasse toutes les imaginations de l'époque. La Lune n'est pas une sphère lisse et parfaite, mais présente une surface rugueuse couverte de montagnes et de cratères profonds. Cette ressemblance frappante avec la géologie terrestre brise la distinction médiévale entre le monde sublunaire imparfait et le ciel parfait. Chaque réglage de ces lentilles de verre grossissantes rapproche l'humanité d'une compréhension purement matérielle de l'espace infini. Galilée consigne immédiatement ses découvertes stupéfiantes dans un petit traité intitulé Le Messager céleste qui bouleverse la communauté savante. La technologie optique vient de donner à la science des yeux capables de percer les mystères les plus lointains de notre galaxie. En poursuivant ses observations nocturnes régulières, Galilée fait une découverte encore plus déstabilisante pour les partisans du géocentrisme. Il remarque 4 petits astres brillants qui gravitent de manière évidente autour de la planète géante Jupiter. C'est la preuve absolue que tout dans l'univers ne tourne pas autour de notre Terre, contrairement aux affirmations cléricales officielles. Il observe également les phases régulières de la planète Vénus, un phénomène explicable uniquement si celle-ci orbite directement autour du Soleil. Geminisu nous dédie. Ces faits matériels indiscutables apportent un soutien visuel direct et irréfutable aux théories mathématiques formulées jadis par Copernic. La lunette de Galilée transforme les hypothèses abstraites en réalité physique observable par n'importe quel témoin de bonne foi. Les piliers de la science scolastique s'effondrent sous le poids de ces observations répétées qui contredisent les écritures littérales. La méthode expérimentale prouve sa supériorité absolue en opposant la réalité concrète de la nature au dogme intangible du passé. Cette audace scientifique finit par provoquer une réaction violente de la part des autorités religieuses de l'Inquisition romaine. Galilée est convoqué à Rome pour faire face à des accusations d'hérésie particulièrement dangereuses pour sa propre vie. On lui ordonne d'abandonner immédiatement cette doctrine absurde qui affirme l'immobilité du Soleil et le mouvement de la Terre. En 1633, le vieux savant est contraint de s'agenouiller pour abjurer ses propres découvertes scientifiques révolutionnaires. Condamné à la prison à perpétuité, commué en résidence surveillée, il continue pourtant ses recherches physiques en secret dans sa villa. La légende raconte qu'après sa rétractation forcée, il aurait murmuré la phrase célèbre affirmant que la Terre tourne quand même. Cette confrontation dramatique symbolise le divorce définitif entre le dogme théologique rigide et la liberté fondamentale de la recherche rationnelle. La répression institutionnelle ne peut stopper la propagation d'une vérité physique dont la validité est vérifiable par tous. Pendant que l'Italie subit cette censure ecclésiastique pesante, un philosophe anglais formule les principes théoriques de la science moderne. Francis Bacon théorise de manière claire la méthode inductive basée exclusivement sur l'expérimentation et l'accumulation des faits observés. Il rejette catégoriquement les spéculations abstraites des philosophes grecs pour prôner une approche pratique et utilitaire du savoir humain. Pour lui, la science doit permettre à l'homme de dominer la nature afin d'améliorer concrètement ses conditions de vie matérielles. Il affirme que la vérité ne découle pas de l'autorité d'un texte ancien, mais naît de l'examen minutieux du monde réel. Cette vision pragmatique incite à la création des premières académies scientifiques indépendantes à travers toute l'Europe du XVIIe siècle. Les chercheurs unissent leurs efforts, partagent leurs protocoles expérimentaux et soumettent leurs conclusions à une critique collective rigoureuse. La quête du savoir devient une entreprise collaborative structurée par des règles de validation d'une exigence absolue. En France,
Un autre penseur d'exception choisit une voie différente mais complémentaire pour rebâtir l'édifice des connaissances. René Descartes publie son fameux discours de la méthode pour fonder la certitude scientifique sur la puissance de la raison pure. En appliquant le doute hyperbolique, il rejette toutes les croyances reçues pour ne conserver que les vérités absolument évidentes. Sa célèbre intuition philosophique place la conscience humaine comme le point de départ incontestable de toute recherche rationnelle. Il propose de décomposer chaque problème complexe en autant de parties simples que nécessaire pour le résoudre mathématiquement. Sa géométrie analytique réalise l'union parfaite entre l'algèbre abstraite et l'espace physique mesurable qui nous entoure au quotidien. L'univers entier est désormais perçu comme une immense machine matérielle régie exclusivement par des lois géométriques strictes. Cette mathématisation du réel écarte définitivement les explications mystiques ou magiques qui encombraient encore la philosophie de la nature. Ces révolutions conceptuelles touchent également la biologie interne grâce aux travaux remarquables d'un médecin de la cour anglaise. William Harvey découvre le mécanisme complet de la circulation sanguine générale après de nombreuses années de recherche expérimentale. Il démontre avec une rigueur mathématique implacable que le cœur fonctionne exactement comme une pompe mécanique active. Le sang circule en boucle fermée continue à travers le réseau complexe des artères et des veines du corps humain. Cette affirmation contredit frontalement les théories de Galien selon lesquelles le sang était continuellement produit par le foie. Harvey calcule le volume de liquide pompé par heure pour prouver l'impossibilité physique d'une production continue de sang. Sa démonstration quantitative magistrale applique avec succès les principes de la mécanique à l'étude des fonctions vitales des êtres vivants. La médecine s'éloigne ainsi des théories des humeurs pour embrasser une compréhension dynamique et hydraulique de notre propre organisme. Jeminis nous dédie. La vitesse de propagation de toutes ces idées révolutionnaires est multipliée grâce à une innovation technologique majeure. L'imprimerie à caractère mobile inventée par Gutenberg permet de diffuser les traités scientifiques à des milliers d'exemplaires. Les savants de différents pays peuvent désormais lire exactement les mêmes textes, comparer les illustrations et reproduire les expériences chez eux. Ce réseau d'échanges intellectuels intenses donne naissance à ce que l'on appelle la République des lettres européennes. Les barrières géographiques s'effacent devant la circulation rapide des formules mathématiques et des nouvelles découvertes astronomiques. L'isolement des chercheurs médiévaux est définitivement remplacé par un débat permanent et transfrontalier entre esprits libres. Le savoir n'est plus confiné dans les bibliothèques secrètes de quelques monastères mais devient accessible à la bourgeoisie instruite. Cette démocratisation de l'accès aux connaissances scientifiques accélère le déclin des vieilles superstitions dans toute la société européenne. Une autre métamorphose spectaculaire s'opère lorsque la quête mystique de l'alchimie donne naissance à la chimie rigoureuse. Paracelse commence à rejeter les théories traditionnelles pour introduire l'usage thérapeutique des minéraux et des composés chimiques. Il affirme de manière audacieuse que les processus vitaux de notre corps sont essentiellement de nature chimique interne. En cherchant des remèdes spécifiques dans son laboratoire, il jette les bases de la biochimie médicale moderne. Jeminis nous dédie. Les anciennes formules magiques visant à transmuter le plomb en or se transforment progressivement en protocoles de purification. Les récipients en verre, les alambics et les fourneaux de fusion deviennent des outils de mesure de la matière terrestre. On abandonne les explications occultes pour analyser la composition réelle des substances minérales et organiques végétales. Cette rationalisation des techniques de laboratoire permet de comprendre la nature intime des réactions physiques de notre environnement. Les principes fondamentaux de cette nouvelle chimie sont définitivement codifiés par un chercheur d'origine irlandaise. Robert Boyle publie son ouvrage majeur intitulé Le chimiste sceptique pour séparer définitivement la science de l'alchimie. Il définit clairement la notion d'élément chimique comme une substance impossible à décomposer en entités plus simples. En menant des expériences précises avec une pompe à air, il découvre la loi physique qui porte son nom. Il prouve que le volume d'un gaz varie de manière inversement proportionnelle à la pression exercée sur lui. Cette approche quantitative rigoureuse balaye les dernières théories qualitatives basées sur les 4 éléments d'Aristote. La matière n'est plus vue comme une combinaison de qualités mystiques mais comme un agencement de particules en mouvement. Ces critères stricts d'expérimentation imposent la publication détaillée de chaque étape pour permettre une vérification universelle indépendante. En même temps que l'exploration de l'infiniment grand progresse, l'invention du microscope dévoile l'infiniment petit. Des opticiens comme Zacharias Janssen assemblent des lentilles superposées pour créer les tout premiers modèles de microscopes fonctionnels. Anthony van Leeuwenhoek utilise ensuite ces instruments simples pour observer des gouttes d'eau ordinaires et découvre un monde invisible. Il contemple avec stupéfaction des milliers de créatures microscopiques vivantes s'agitant dans une simple parcelle de liquide. Personne avant lui n'avait soupçonné l'existence de cette forme de vie grouillante et totalement imperceptible à l'œil nu.
Robert Hooke confirme ses observations stupéfiantes en publiant son livre Micrographia rempli de dessins d'une netteté absolue. Il utilise pour la première fois le mot cellule pour décrire la structure compartimentée du liège végétal examiné. L'horizon de la réalité biologique s'élargit ainsi de manière gigantesque vers des dimensions physiques insoupçonnées. Toutes ces avancées éparses convergent finalement vers la plus grande synthèse mathématique de l'histoire des sciences. Isaac Newton va unifier les découvertes astronomiques de Kepler et les lois de la dynamique terrestre de Galilée. En publiant ses célèbres principes mathématiques, il formule la loi universelle de la gravitation qui régit tout le cosmos. La même force invisible qui fait tomber une simple pomme d'un arbre maintient la Lune sur son orbite régulière. L'univers physique devient un espace entièrement prévisible, régi par des lois mathématiques uniformes et éternelles. Newton invente également le calcul infinitésimal pour résoudre les problèmes complexes de cinématique et de mécanique des fluides. Sa contribution intellectuelle magistrale achève définitivement la transition vers la science moderne en offrant un cadre théorique universel. La raison humaine démontre sa capacité unique à déchiffrer l'ordre caché de la création par la force de l'esprit. Le voyage à travers ce siècle de bouleversements intellectuels s'achève sur une certitude absolue concernant notre avenir. La révolution scientifique de la Renaissance a libéré l'esprit humain des chaînes de la pensée dogmatique ancienne. Nous sommes passés d'un monde clos et mystique à un univers infini régi par des lois mathématiques vérifiables. Ce flambeau de la rationalité méthodique brille encore aujourd'hui dans chacun de nos laboratoires de recherche modernes. C'est grâce à cette audace d'observer sans peur la réalité factuelle que notre technologie progresse chaque jour un peu plus. L'histoire des sciences nous enseigne que le doute constructif reste le meilleur moteur de l'évolution des civilisations humaines. Partagez cette fascinante épopée de la raison avec un ami curieux et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains secrets de l'histoire humaine. Continuez toujours à chercher la vérité par vous-même, car la curiosité est le plus beau des voyages intellectuels. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi, et n'oublie pas de liker.